Bonjour Hubert Huertas, Christophe Gueugnot. Bonjour. Pour le 44e numéro d'Objection d'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, viande sans viande et poule sans plume. Ça existe en laboratoire, mais ça existe. On va en parler avec notre invité, José Bové. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen d'Europe Écologie. Vous venez de publier un livre qui fait plutôt froid dans le dos, plutôt qui donne des crampes d'estomac. Ce livre s'appelle donc « L'alimentation en otage ». Il est coécrit avec Gilles Luneau, publié aux éditions Autrement. Alors on va consacrer l'essentiel de notre entretien à ce que vous appelez la prise en otage de nos assiettes, de notre alimentation par des multinationales de l'agroalimentaire. Mais d'abord, dimanche, il y a des élections cantonales, vous le savez. Vous êtes membre départementales. Des élections départementales, vous avez raison. Vous êtes membre d'Europe Écologie, donc d'un parti politique, et ce parti affronte les cantonales dans un certain désordre, on va dire. En pleine responsabilité et en pleine conscience, un appel à ouvrir une nouvelle séquence politique. Il n'est d'avenir qu'à la condition de rompre absolument avec le vieux monde pourri. Et je le dis, et j'ai l'occasion de le dire à l'intéressé, aller dans un soutien, dans un meeting de ce type-là, on donne plus l'impression d'être dans une vision interne à la gauche française et d'aller soutenir Mélenchon que d'aller soutenir Tsipras. Elle a tort. Moi, sa place, j'y ne serais pas allé. Bon, José Bové, on n'y comprend pas grand-chose. Et en plus, il y a des informations, je ne sais pas si ce sont des rumeurs, enfin c'est tout de même plus que des rumeurs, qui disent que Emmanuel Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie, s'apprêterait, possiblement, disons, à rejoindre le gouvernement. Vous pouvez nous éclairer? Alors, premier éclaircissement, j'ai jamais eu ma carte Europe Écologie. Moi, je fais partie de ces gens qui, en 2009, avec Daniel Cohn-Bendit, ont essayé de dépasser la logique des partis et en créant ce mouvement Europe Écologie. C'était ça, Europe Écologie. C'était ça, Europe Écologie. Et pour moi, c'est ça, Europe Écologie. Manque de chance, clairement, la logique de parti a repris le dessus. Et donc, moi, je trouve ce qui se passe complètement lamentable. Ça ne fait pas depuis hier, c'est qu'il y a une espèce de bataille, aujourd'hui absolument mortifère, à Europe Écologie, entre les tendances de ceux, avec Jean-Vincent Placé qu'on vient de voir, qui veulent à tout prix, coûte que coûte, par opportunisme absolument invraisemblable, rentrer au gouvernement sans aucun contrat, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas dans quel... Ça n'a absolument aucun sens. Et il n'est pas tout seul à vouloir ça, puisque quelques autres personnes qui ne sont pas dans le même mouvement politique que lui, je pense à Jean-Luc Benamias, je pense à Corinne Lepage et quelques autres, essayent de grenouiller là dans ce sens-là, mais qui veulent... Et puis il y a aussi ceux qui étaient au gouvernement et puis qui ne veulent plus. Voilà. Et alors, de l'autre côté, il y a effectivement Cécile Duflot et un certain nombre de gens qui la soutiennent, qui eux sont prêts maintenant à partir complètement en opposition, et c'est les images dont vous avez montré, dans une espèce de front complètement invraisemblable, avec Jean-Luc Mélenchon, qui a soutenu les pires positions à l'international, notamment en soutien à Poutine, et qui insulte Dany en permanence et à toute longueur de journée. C'est une espèce de gauchisme complètement absurde. Mais là, vous les rejetez tous. Et moi, je pense fait quoi, alors? L'écologie, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'il faut construire à partir du terrain. Ce qu'on a gagné en 2009, si les gens, en 2009, nous ont soutenus quand on a lancé Europe Écologie, c'est parce qu'ils pensaient légitimement qu'il y avait une alternative et qu'on allait sortir de ces vieilles batailles politiciennes. C'est complètement politicard. Aujourd'hui, ça se rétrique, ça se referme, et donc c'est le sauf que chacun... Il y en a certains qui veulent des places, et d'autres qui pensent qu'en rajoutant les groupuscules aux groupuscules, ça va faire une force. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Mettez-vous à la place de ceux qui nous regardent et qui seraient tentés par l'idée de préoccupation pour l'environnement est une idée qui a clairement gagné énormément de terrain depuis 10 ans, 15 ans en France. Et ils regardent ça, et ils vous entendent dire « mais ceux-là, ils sont pas bien, et ceux-là, c'est des politicards ». Ils sont encore plus désespérés. Non, parce que je pense qu'il faut d'abord être lucide. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut repartir sur le terrain. Moi, je dis il faut refonder l'écologie avec des gens qui viennent des associations, des gens qui viennent des quartiers, des gens qui bougent, qui font des choses. Mais sortir de ce jeu politicien. Les gens,
la politique, ça les fait chier dans la forme dans laquelle, aujourd'hui, elle se pratique. C'est insupportable, cette manière d'être. Et le dégoût de la politique et le rejet des appareils amènent ce qu'on est en train de voir au niveau électoral. C'est-à-dire de l'abstention, je dirais presque dans le meilleur des cas, ou le vote Front National. Ça, c'est, je dirais, la logique de la pratique politique qu'on a vue depuis maintenant des années. Christophe Gueugnon. Vous appelez un nouveau parti, alors, en fait? Je ne sais pas si c'est un parti, c'est pas ce qu'on voulait. Quand on a créé Europe Écologie, ce n'était pas un parti. Quand on a gagné et qu'on a fait 16% aux élections européennes en 2009, ce n'était pas un parti qui se présentait, c'était un mouvement, une dynamique. Je crois que la forme des partis aujourd'hui est une forme limitée sur laquelle les gens ne se reconnaissent pas. Moi, ce matin, j'étais dans un quartier, j'étais à Vitry, avec des associatifs, des gens qui vont aussi se présenter au cantonal, mais qui bougent sur le terrain et qui essayent de construire des plateformes citoyennes sur le terrain. Eh bien, moi, ce que j'appelle, c'est à la réunion de ces plateformes qu'on parte du terrain, mais qu'on arrête de lancer des invectives et qu'on essaye de construire uniquement des logiques politiciennes par rapport à des enjeux dans lesquels les gens ne se retrouvent pas. Si les gens ne se retrouvent pas dans les cantonales, c'est qu'ils ne savent pas d'abord quel est le canton dans lequel ils sont. Tout a été fracassé, ça ne correspond plus à rien. Les tandems, le mode d'élection, ils n'y comprennent pas plus. Et aujourd'hui, on est encore en train de discuter au Parlement sur les attributions des conseils généraux. C'est quand même un truc cinglé. Comment est-ce qu'on veut que les gens se retrouvent là-dessus? On nous annonce, il y a quelques mois, on remet à plat complètement l'organisation territoriale. Et aujourd'hui, on garde les mêmes ramifications en pire. Moi, je comprends, il y a des gens qui ne vont pas aller voter. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui les blâmer face à un tel bazar? Et pour revenir, et ce sera la dernière question politique, ensuite on reviendra au sujet de votre livre, mais l'alternative, si on suit bien ça de l'extérieur, disons, pour Europe Écologie, c'est soit une alliance avec la gauche de la gauche, avec Jean-Luc Mélenchon notamment, soit une alliance avec le PS. Vous vous dites que c'est ni l'un ni l'autre alors? Les deux sont voués à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, aller sauver Valls au gouvernement, alors qu'on continue Notre-Dame-des-Landes, alors qu'on continue Sivens, alors que la force de frappe continue, alors qu'on n'a toujours pas fermé Fessenheim, etc., 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 et que la transition énergétique, elle n'est toujours pas là, franchement, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Donc il n'y a pas de contrat, il y a une impasse. Et en face? Et en face, c'est une impasse aussi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui rapproche les écologistes, ceux qui se battent sur le terrain, d'un parti qui se referme sur lui-même et d'un leader comme Jean-Luc Mélenchon qui, lui, a toujours envie de couper des têtes et de soutenir des dictateurs à travers la planète? Franchement, je ne vois pas qu'est-ce qu'on irait gagner là-dedans. Donc, repartons sur le terrain, reconstruisons à partir de la préoccupation quotidienne, à partir des vrais combats écologistes qui se mènent, parce qu'il y en a partout. C'est ça qui est la source. Si les gens votent écolo, c'est parce qu'on est capable de pouvoir transformer. Ça ne veut pas dire faire la révolution, ça veut dire pragmatiquement aussi construire des alternatives là où on est. C'est à la fois local et global, c'est ça qui fait la force de l'écologie. Fin de cette première partie de notre entretien avec José Bové. Et donc retour au sujet central, c'est-à-dire à votre livre, avec cette illustration, une illustration que nous avons empruntée à France 3, qui parle de salon de l'agriculture et qui a l'air de dire exactement le contraire de ce que vous rapportez dans votre livre. Et une très bonne qualité de race, quand on voit les cornes qui partent bien en arrière. Hercule descend d'une lignée de taureaux Salers, issus d'un élevage débuté en 1994. La passion d'Olivier, l'époux de Marie-Odile, disparu depuis. Alors aller au salon de l'agriculture pour Maxime et sa mère, c'est aussi continuer à écrire l'histoire de leur famille. Et on continue son projet, son chef-d'œuvre en fait, parce que c'est lui qui a tout construit. Donc c'est bien que les enfants veulent le persévérer là-dedans. C'est bien. C'est un bon hommage. Hercule, lui, a quitté sa ferme ce matin, sous les yeux de ses prétendantes, qui n'ont plus qu'à espérer le retour de leur champion. José Bové, voilà une belle histoire, l'histoire d'une race qui est entretenue de père en fils, et donc d'un lien direct d'un producteur avec son élevage, et puis on l'imagine bien ensuite de cette production avec nous-mêmes, avec les consommateurs. Et vous, dans votre livre, vous dites exactement le contraire. Vous dites que tout est brisé, que le lien entre le producteur et la terre
existe de moins en moins. Et puis, entre la production de ce producteur et ce que nous mangeons, avec ce qu'on vient de lire et avec ce qu'on peut lire dans votre livre, alors là, ça n'existerait, ce serait voué à ne plus exister du tout. Il existe encore cet agriculteur dont on vient de voir la belle histoire, ou il n'existe plus? Ah ben aussi, puisqu'on vient de le voir, ça fait partie pour moi de l'agriculture de résistance. C'est-à-dire que sur des terroirs, avec des races particulières, qui ne sont pas celles qui sont aujourd'hui le plus commercialisées. La Salers, ce n'est pas la Holstein. C'est compliqué comme vache. Donc elle ne va pas se développer, parce que pour lui tirer le lait, il faut que le veau, il tète la mère, et on en retire le veau, et on peut ensuite traire la mère. Donc c'est compliqué, ce n'est pas une rage facile. Il y a effectivement des gens qui se battent, et qui continuent à maintenir sur des territoires, là en zone de montagne, effectivement des formes d'élevage. Mais ce n'est pas majoritairement le modèle qui est prôné, notamment au Salon de l'agriculture, à travers l'ensemble des grosses structures. Alors évidemment, vous avez vu comme moi au Salon, maintenant McDo siège depuis quelques années, trône au Salon, au même titre que la grande distribution avec Lidl, et les grands groupes de l'agrochimie sont là et se pavanent dans ce salon. Donc la réalité du salon, c'est ça. Et à côté, on a effectivement des éleveurs qui sont là un peu... C'est pour la vitrine, ça. Oui, parce que c'est ce qui est... C'est une réalité, simplement aujourd'hui, elle n'est pas du tout mise en avant, et c'est pas là-dessus que se construit le modèle. Et la réalité dont vous parlez, quand vous parlez de McDo, etc., c'est de grands groupes, dites-vous, qui nous ont pris en otage. Quoi? Pourquoi en otage? C'est-à-dire que si, aujourd'hui, vous voulez vous nourrir, vous vous rendez compte que de la semence, en passant par ce qui permet aux plantes de pousser, les engrais, la transformation et la distribution, tout ça est aux mains de grands groupes. Et que la logique de ces groupes n'est pas du tout une logique d'alimentation, mais c'est une logique de profit pour faire de l'argent sur l'ensemble de la chaîne. Et il y a une concentration et une accélération de l'industrialisation de la production à la distribution. Et le consommateur perd complètement toute possibilité d'autonomie par rapport à ça. Donc on est obligé aujourd'hui, quand on est un consommateur, qu'on veut choisir son alimentation, on doit faire un effort particulier, ce qui est quand même absolument invraisemblable, pour, un, faire attention de ne pas tomber dans les pièges, et deux, pour pouvoir choisir ce dont on a vraiment besoin. Et ce n'est pas toujours facile. Et quand on est dans une ville, c'est encore moins facile que quand on habite en milieu rural. Christophe Gueugnot. L'industrie agroalimentaire, le camp d'en face, entre guillemets, répond à ce que vous dites par un chiffre simple, c'est il y a 7 milliards d'humains à nourrir, bientôt 9, et sans doute même bientôt 13 milliards d'humains. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Eux, ils disent, grosso modo, on n'est pas là pour faire du profit, nous, on est là pour nourrir l'humanité, et l'humanité va avoir besoin de plus en plus de nous parce qu'ils vont être de plus en plus nombreux. Ça, je dirais que ça fait partie du discours de propagande. Pour moi, c'est un discours de propagande très net. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'agriculture industrielle, elle se fiche du tiers comme du quart des paysans ou des habitants de l'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des grandes structures pour produire, par exemple, du soja, pour nourrir l'élevage industriel. L'Europe, par exemple, importe l'équivalent de 35 millions d'hectares de protéines végétales, en provenance notamment d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Ça, c'est pour faire de l'élevage, ensuite qu'on revendra à l'extérieur, en grande partie. Donc ces 35 millions d'hectares pourraient servir à nourrir les gens directement sur place en Amérique du Sud. Actuellement, on a un accaparement des terres, notamment en Afrique, mais aussi dans un pays d'Asie, pour faire des agrocarburants ou pour faire de l'huile de palme. Ce sont des territoires qui sont stérilisés pour des plantes qui vont servir à nourrir les bagnoles ou pour faire de l'alimentation industrielle. Donc toutes ces terres sont aussi retirées de l'alimentation. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que on en est encore à peu près à 50-50. 50% de la population active de la planète, ce sont des paysans aujourd'hui. Et donc l'alimentation aujourd'hui, la majeure partie de l'alimentation dans le monde se fait avec une agriculture de proximité. On en est même très loin chez nous. Nous, on est dans le modèle de l'agriculture industrielle globalement, puisque pour vous nourrir ici, à Mediapart, si vous aviez une cantine, ce que je ne crois pas, les produits alimentaires font au minimum 1500 km pour arriver dans l'assiette de quelqu'un à Paris. Ce qui est quand même incroyable, alors qu'on a d'autres alternatives. Et que ce modèle-là, effectivement, ne sert que ceux
qui transportent les produits d'un côté à l'autre. Et donc, c'est eux qui font de l'argent là-dessus. Et ceux-là, c'est ceux dont vous parlez, ces EUX, ils sont pas très nombreux, si on vous lit. C'est un petit nombre de multinationales. Il y a des choses qui sont frappantes hein, dans l'ouverture, les premiers chapitres de votre livre. C'est que finalement, on mange chez très très peu de fournisseurs. Vous citez Danone, bien sûr, et Nestlé, alors n'en parlons pas. Plus de, je crois, 2000 marques, des centaines et des centaines de produits. Ils sont donc très peu nombreux. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas plus faciles à attaquer alors ? Le problème, c'est que d'abord, les gens ne se rendent pas compte quand ils achètent tel produit ou tel produit que c'est le même fournisseur. C'est ce qu'on écrit dans notre livre hein, avec Gilles Luneau. C'est qu'on peut se nourrir du matin jusqu'au soir en restant chez Nestlé. C'est astucieux d'arriver à faire en sorte de pouvoir produire l'ensemble des denrées. Donc ça, c'est cette logique-là qu'ils ont. Concentration sur la transformation. Concentration, 4 ou 5 entreprises contrôlent le marché mondial des céréales. À peu près autant pour les protéines comme le soja. Pour la viande, on a très peu aujourd'hui d'industriels. Il y a eu une concentration énorme. Donc tout le jeu international se fait là-dessus. Et les règles du commerce, avec la naissance de l'Organisation mondiale du commerce, ont été construites pour permettre à cette entreprise de pouvoir aller d'un continent à un autre avec le moins de barrières tarifaires possible. Ça a été un véritable... Tout ça a été construit. À partir de 1986, avec l'Uruguay Round, la dernière négociation du GATT, qui avait eu lieu donc en Uruguay, pour donner naissance à l'OMC. Et à ce moment-là, on a décidé qu'il était plus possible de mettre des barrières tarifaires à l'entrée d'un pays. Moyennant quoi, ils espéraient qu'ils allaient augmenter les parts de marché dans le monde. Or, la réalité est têtue, c'est qu'en fait, il y a une vraie résistance des marchés locaux, puisque les produits qui circulent d'un continent à l'autre ne dépassent jamais 10 à 12% produit par produit. Ce qui veut dire que les gens, les modes alimentaires à travers la planète résistent à cela. Malgré tout, on voit comment des grandes firmes, on a cité Nestlé, on a cité Danone, on pourrait parler de Lactalis et plein d'autres, Tyson pour la viande, essayent effectivement de conquérir de plus en plus de parts de marché. Alors vous parlez aussi dans votre livre de nanotechnologie, c'est-à-dire de l'introduction de particules qui sont infiniment petites, auprès desquelles, je crois, un globule rouge paraîtrait presque une très grosse bille, et qui pourrait être dangereux et qu'on trouverait dans notre alimentation. Alors, c'est du dioxyde de titane. Moi, je ne savais pas ce que c'était, le dioxyde. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors, si vous regardez un produit, je n'en ai pas amené avec moi aujourd'hui, il est marqué dans les additifs sur les paquets E171. Donc, a priori, c'est un colorant. Ça permet de rendre le produit plus blanc ou plus brillant. On retrouve ça dans énormément de produits, M&M's, Hollywood Chewing Gum, pour parler des plus connus et des plus faciles à repérer, mais on trouve ça aussi dans des plats préparés de lasagne, dans les crèmes solaires, certains dentifrices, les rouges à lèvres, etc. Et alors il ne faut plus manger de M&M's, c'est dangereux ? Alors ces produits-là ont été autorisés au niveau international par le Codex Alimentarius, qui est une espèce de grande case dans laquelle tous les modes de production sont classifiés. Seuls les grands industriels participent à cette classification et représentent les pays. Donc à partir du moment où c'est au Codex Alimentarius, tout est accepté. Très bien, sauf qu'il n'y a jamais eu d'analyse sur les conséquences, sur les problèmes sanitaires. Et depuis longtemps, quelques chercheurs ont quand même travaillé et se sont rendus compte qu'il y avait des causes potentielles de cancer. Parce que ces particules fines s'introduisent soit dans l'appareil digestif, et peuvent tapisser l'appareil digestif, ça passe les parois, puisqu'on est au niveau infime. Pareil pour ce qui est au niveau de la peau, etc., etc. Donc on a un vrai problème. Aux États-Unis, la semaine dernière, la plus grosse fabrique de donuts, qui s'appelle Dunkin' Donuts, qui est une énorme multinationale du donuts, qu'on voit qu'aux États-Unis, ce genre de truc, sous la pression des consommateurs, a retiré les nanoparticules de dioxyde de titane du sucre glace qui était dessus. Mais on le sait depuis combien de temps en France ? Alors le problème, c'est que les autorisations ont été données en 2008. En 2008, c'est apparu dans la composition des produits, faisant suite aux autorisations. Mais on savait qu'il y avait ce nano, je ne sais pas comment ça s'appelle, là qui représente 1 milliardième de mètre, hein, c'est ça. On le savait ou on ne le savait pas ? La majorité des gens ne le savaient pas.
Et vous le saviez? À ce moment-là, en 2008, non. C'est parce que j'étais en lien avec les gens quand il y a eu tout le débat sur les nanoparticules, sur les nanotechnologies, parce qu'il y a eu des vraies mobilisations sur ces questions-là, qu'on a commencé à mener l'enquête sur l'alimentation et que les différents réseaux ont mis ça en avant. Moi, je m'en suis préoccupé encore plus depuis que je suis au Parlement européen. Parce qu'on est en train d'essayer de nous faire passer une nouvelle législation européenne pour valider ces nanotechnologies dans un espèce de mot valise anglo-saxon qu'ils appellent Novel Food, et on veut nous faire avaler une législation pour autoriser et donc pour blinder la législation européenne sur ce genre de produits. Au niveau français, les études n'ont jamais été faites. Et donc, suite à la pression de pas mal de gens, il y a une semaine, même pas, en fin de semaine, la ministre de l'Environnement, Mme Ségolène Royal, vient de saisir l'ANSES pour demander une expertise. C'est l'Agence nationale sanitaire. Et donc, pour demander qu'on analyse parce que là, les nanoparticules, notamment le E160. Ce qui est quand même incroyable. Ça veut dire que depuis ces années-là, on a ce genre de produit dans l'alimentation sans qu'il y ait une mise en garde des consommateurs, sans qu'ils sachent ce que ça veut dire. Et donc, c'est un pur scandale. C'est pour ça que j'ai appelé au boycott et que j'appelle au boycott de ces produits. Arrêtez, faisons plier les industriels qui retirent ces produits. Ce n'est pas nécessaire aux produits. Or, ça peut être une bombe à retardement sanitaire. Oui, vous allez loin parce que vous comparez la présence de ce petit poison, enfin, je ne sais pas, il n'est pas petit a priori, d'après ce que vous dites, qui est un poison totalement invisible, microscopique et au-delà de microscopique, et vous dites que c'est la même chose que l'affaire de l'amiante. Vous y allez pas un petit peu fort? Je ne crois pas que j'y vais très fort là-dessus, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les conséquences. Or, le fait qu'on ait des matériaux qui peuvent pénétrer tous les tissus, qui peuvent effectivement modifier avec des particules très fines, c'est un cri d'alerte qui a été dénoncé déjà depuis quelques années, que ce soit par des organisations comme de Nanoveil, Science Citoyenne, que ce soit par les gens de Pièces et Main-d'œuvre, qui sont des associations de Grenoble, qui luttent depuis des années pour se poser la question pourquoi aujourd'hui on a mis sur le marché des nanoparticules sans jamais essayer de comprendre quelles pouvaient être les conséquences sanitaires, les conséquences environnementales et aussi les conséquences sur les gens qui y travaillent. Parce qu'il y a des usines qui produisent ces nanoparticules. Quelles sont les conséquences pour les personnes qui travaillent? On a aujourd'hui, et c'est l'État, droite et gauche confondues, ont mis des millions et des millions et des millions d'euros pour développer l'ensemble de ces nanotechnologies sans jamais se poser la question, 1, de l'utilité sociale, 2, des questions environnementales et sanitaires qui y sont liées. C'est, pour moi, on est dans l'emballement technologique une fois de plus. C'est-à-dire que l'industrie pousse, l'État finance, et c'est à ceux qui émettent les doutes d'essayer de prouver que ce produit peut poser un problème. C'est quand même le monde à l'envers. Christophe Gueugnot. J'aimerais juste revenir sur, quand on parle d'alimentation en otage, ce qu'on voit aussi dans votre livre, qui avait déjà été développé auparavant aussi, c'est que les premiers otages et les premières victimes justement de ces produits sont les producteurs en fait. Pourquoi eux pourquoi on a l'impression qu'ils ne se révoltent jamais? Pourquoi par exemple la Confédération paysanne reste un syndicat relativement faible par rapport à la FNCA qui elle milite pour l'agro-industrie? Comment vous expliquez ce phénomène? Il y a des raisons à la fois sociologiques, historiques, qui font que pendant des années, jusqu'en 1981, il n'y avait qu'un seul syndicat en France. C'était le monosyndicalisme. Il a fallu se battre pour qu'en 1989 seulement, la pluralité syndicale soit reconnue et que les syndicats puissent être traités officiellement à égalité, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Donc 40 ans d'histoire de syndicats uniques, ça crée effectivement des structures de services qui font que les agriculteurs sont complètement encerclés. Deuxième chose qui font que les paysans ont de moins en moins de choix souvent, c'est que quand ils s'installent, ils sont obligés d'investir. Quand ils investissent, ils sont obligés d'emprunter. La banque, le Crédit Agricole, pour ne pas la nommer, même s'il y a d'autres banques maintenant qui peuvent prêter, a cadré toute la logique. Les écoles d'agriculture ont formaté aussi le modèle. Et donc, résister à ce modèle dominant, que ce soit financièrement, économiquement, socialement, parce qu'on est dans un entourage social, c'est difficile. Ça veut dire une démarche de choix et parfois de se mettre à côté parce qu'on se retrouve à contester son propre milieu social. Or, malgré ça, eh bien, de plus en plus de gens
ont pris conscience, par un bout ou par un autre, que ce soit par l'agriculture biologique, que ce soit par la vente directe, que ce soit par le fait de dire qu'il faut maîtriser ses productions et pas partir dans l'agrandissement systématique. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture, elle est entre deux modèles. La croissance de la concentration et de l'industrialisation ou la résistance d'une forme d'agriculture paysanne. Et là, ce sont les choix politiques. C'est-à-dire que c'est la politique agricole commune dans ses choix, avec la politique des États, qui permet d'aller dans une direction ou dans une autre. On n'a pas pu empêcher en 2013 la réforme de la PAC d'aller dans la direction où elle va, ce qui fait qu'il n'y a toujours pas de limitation sur les aides. Plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Sur le traitement environnemental, c'est à peu près dérisoire. Et le drame, c'est qu'au niveau national, le ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Le Foll, a autorisé les agrandissements de porcheries, les agrandissements d'ateliers de volailles aussi, en cassant les seuils qui permettaient de bloquer l'extension de ces ateliers. Donc aujourd'hui, on assiste à un emballement qui, effectivement, est celui de la FNSEA. Pour moi, j'ai l'impression que la FNSEA co-dirige avec Stéphane Le Foll le ministère de l'Agriculture. Ce qui est d'autant plus aberrant qu'on sait très bien que la FNSEA ne va jamais militer pour le Parti socialiste. Donc, je ne comprends même pas comment, politiquement, ils font ça. Ce qui veut dire que les enjeux sont encore plus forts. Ils préfèrent laisser tomber et donner tout ce qu'ils veulent à la FNSEA plutôt que d'avoir des gens dans la rue. C'est étonnant. Ils font ça pour la FNSEA. Par contre, ça ne les empêche pas de réprimer à Sivins contre ceux qui s'opposent à la destruction des zones humides. José Bové, deux questions pour terminer. On va essayer de concentrer notre propos. On arrive au bout de notre entretien. Je parlais en introduction de viande sans viande, de poules sans plumes. Je ne sais pas si ça parle à nos téléspectateurs, à nos internautes. Ça existe ? C'est sur le marché. Vous parlez d'ailleurs de poulets qui auraient 4 pattes aussi. Alors, donc là, deux questions. Premièrement, sur est-ce que ça existe? Deuxièmement, qui finance ces recherches? Alors, ça existe dans les laboratoires. Ça n'a pas été commercialisé. On ne l'a pas encore. On ne mange pas encore. On mange de la viande sans viande? Alors, nous, on n'en mange pas. Mais c'est possible, puisque maintenant, on sait, avec des cellules souches, reconstruire de la viande. Donc, nous, on fait le pari que d'ici quelques années, on pourra avoir des imprimantes 3D et se sortir un morceau de viande qui serait reconstitué. On fait pousser de la viande en quelque sorte? On fait pousser de la viande dans un bain et ça permet de construire des tissus de viande. C'est assez cinglé comme histoire. Mais en parallèle, on travaille sur d'autres technologies. Donc le poulet, effectivement, sans plumes pour qu'il résiste à la chaleur, ou le poulet à 4 pattes, parce que c'est vrai que les pattes se vendent mieux que les ailes, et ou alors les poulets dont on a fait grossir la boîte thoracique. Pour qu'il fasse plus de blanc. Pour qu'il fasse plus de blanc. Ah bon. Mais ça, c'est la même chose qu'on a avec les OGM au niveau des plantes, où maintenant on essaye de nous vendre au Parlement européen, et la Commission essaye de nous vendre, alors que personne n'en veut, la possibilité de pouvoir produire des animaux clonés et de pouvoir les consommer. Mais qui finance toutes ces recherches? Alors là, la recherche, et c'est là aussi c'est extraordinaire, c'est qu'il y a des consortiums. J'en prends un comme exemple, l'ILSI, que je cite dans mon livre, oui, qui regroupe l'ensemble des multinationales. Coca, Pepsi, Bayer, Monsanto et tous les autres. Ils sont tous dans ce... Ils passent des contrats avec, par exemple, l'Union européenne, avec la Commission de la recherche. Ils obtiennent des financements considérables qui croisent avec des financements nationaux et ils construisent des projets. Je me rappelle qu'il y a quelques années, au début que je sois au Parlement, j'ai découvert avec stupeur qu'ils avaient obtenu, l'ILSI, 250 millions d'euros, ce qui est quand même pas rien, pour pouvoir travailler sur comment on appelle ça, rendre acceptable pour les populations la consommation d'OGM. 250 millions d'euros. Avec de l'argent public. C'est-à-dire que l'argent public finançait les lobbyistes. Ah, exactement. Bon. Mais on a ça, malheureusement, dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Et c'est pour ça que le combat contre les lobbies, c'est un combat fondamental pour la démocratie. Un dernier point, qui est un point assez troublant, il faut le dire politiquement. Le thème de l'empoisonnement par l'alimentation, qui est le sujet de votre livre. En partie. Oui, en partie. Est largement repris par des officines de nature très clairement complotiste qui elles-mêmes font un peu jonction avec d'autres officines qui sont très clairement d'extrême droite. J'imagine que vous le savez.
comment vous vous situez et comment vous vous situez par rapport à cette récupération potentielle? Alors, d'abord, moi, je ne me suis jamais senti récupéré et j'ai toujours agi à visage découvert. Quand on a mené le combat sur les OGM, les choses ont toujours été transparentes et on s'est battu pour faire changer les législations et on a gagné sur les législations. Quand je me bats contre les nanoparticules, moi, je me bats pour que, par exemple, Mars, puisque c'est le propriétaire de tous ceux qui font tous les produits que j'ai cités tout à l'heure, retire, comme l'a fait Dunkins, les nanoparticules. Vous, oui. Mais pour moi, c'est important. Il y a des cinglés partout. Parce qu'on parle, là, aujourd'hui, de l'alimentation. Qui récupèrent, l'aternement pas. Voilà, et après, on peut avoir la même chose sur les Twin Towers ou sur le Pentagone. Et on l'a. Il y a la jonction, c'est pour ça que je vous en parle. Le problème, c'est que sur tous les sujets aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui pètent un câble, qui sont conspirationnistes et qui voient que le monde est un complot général. Moi, je ne parle jamais de complot. Pour moi, je ne dis pas qu'il y a un consortium qui est caché derrière les multinationales pour changer la planète et le contrôler. Non, la réalité, c'est qu'il y a des entreprises. Et ce que j'essaie d'expliquer à la fin du livre, c'est qu'on peut chacun se réapproprier son alimentation. C'est d'abord un choix d'individu. Quand il y a complot, il n'y a pas de choix individuel possible. Alors que là, chacun peut choisir et chacun peut construire des alternatives. Et c'est ça qui est important, qu'on soit paysan ou qu'on soit consommateur. Merci José Bové. Ainsi s'achève le 44e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Merci à Christophe Gueniot qui a préparé et présenté avec moi cette émission. Et puis un salut en régie à l'équipe de 5e étage Production.